Soyez bienvenus, nous sommes heureux de vous retrouver, de vous accueillir pour ce nouveau numéro d'International. Nous allons parler économie, nous allons parler tourisme, nous allons nous adresser également aux Français de l'étranger en recevant aujourd'hui Matthias Fekl. Monsieur le ministre, merci d'être avec nous. Vous Merci à êtes vous. secrétaire d'État en charge du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et donc des Français de l'étranger. En quelques mots, vous êtes Benjamin de ce gouvernement. Vous êtes à la fois français et allemand, une sorte également du surdoué de la politique. Vous avez validé toutes les grandes écoles de la République, Sciences Po, Normal Sup, ENA, etc. Vous êtes présenté comme un intellectuel. Votre nom avait même circulé pour le ministère des Affaires étrangères. On vous retrouve donc aujourd'hui à ce poste. Beaucoup de questions, forcément, avec ce périmètre ministériel à vous poser, en compagnie de Sophie Malibaud de RFI et de Nicolas Chapuis du Monde. On va peut-être commencer par un petit rappel, puisque vous êtes en charge de ce commerce extérieur. Vous êtes donc, je le disais, allemand et français. Si vous étiez allemand, vous pourriez nous parler d'un excédent historique de près de 200 milliards d'euros, mais dans le gouvernement français, c'est au contraire un trou de 50 milliards. Rappel de chiffres et vos commentaires. C'est lui qui, depuis des années, évite au commerce extérieur français de se cracher. Le secteur aéronautique est le principal artisan de l'augmentation des exportations françaises. En 2015, elles sont en hausse de 4,3%. Une bonne nouvelle, pourrait-on dire, si la France n'achetait pas plus de produits qu'elle n'en vend à l'étranger. Car les importations augmentent elles aussi. Résultat, la hausse des exportations ne sert qu'à réduire le déficit commercial français. Pour 2015, il atteint 45,7 milliards d'euros. C'est certes mieux que l'année d'avant, mais la route vers l'équilibre de la balance commerciale est encore longue. En cause, la structure même du commerce extérieur français. Trop dépendant des résultats des grands groupes de l'aviation ou du luxe. Ainsi, 1% des entreprises concentrent 97% des exportations. Le tissu d'entreprises françaises qui se lancent à l'international reste trop faible pour rivaliser avec leurs concurrents, européens notamment. Un constat que faisait déjà le secrétaire d'État chargé du commerce extérieur il y a plus d'un an. C'est un aspect qu'il faut renforcer, car il n'y a aucune fatalité à ce que dans notre pays, nous ayons 2 fois moins d'entreprises exportatrices que l'Italie, 4 fois moins d'entreprises exportatrices que l'Allemagne. Alors, en attendant que le nombre d'entreprises exportatrices augmente, la France ne peut compter que sur des facteurs exogènes qu'elle ne maîtrise pas. En 2015, l'effet pétrole a ainsi permis d'alléger la facture énergétique de près de 15 milliards d'euros. Mais qu'en sera-t-il si le prix du baril de brut repart à la hausse? La concurrence mondiale, enfin, est toujours plus rude. La France vient ainsi de céder aux États-Unis sa place de premier partenaire commercial de l'Allemagne. Une première depuis 40 ans qui souligne l'écart grandissant entre les deux principales économies européennes. En matière de commerce extérieur, un fossé de près de 294 milliards d'euros sépare Berlin et Paris. C'est que le ministre donc, du commerce extérieur, c'est quoi? C'est un boulot qui consiste à commenter, à trouver au fond des raisons d'espérer, alors que le trou, et notamment le différentiel avec l'Allemagne, reste toujours très impressionnant. Non, je crois tout le contraire. Alors d'abord, les choses se sont améliorées de manière continue depuis 2011. En 2011, on était à plus de 70 milliards d'euros de déficit. Ça reste un déficit très élevé quand on est à plus de 45 milliards. Il ne s'agit pas de dire le contraire, mais la tendance est bonne. Les 4/5 sont Grâce dus, au pétrole, non? les 4/5 sont dus à l'énergie et aussi à l'évolution du cours de l'euro. Et 1/5 est dû aux efforts de redressement de la compétitivité et aux réformes qui sont engagées depuis 2012, qui commencent à porter leurs fruits sur cet aspect extérieur avec la montée en gamme, avec l'innovation, avec la structuration des filières. Mais mon rôle, c'est tout sauf commenter. Bien sûr, je présente chaque année les chiffres, c'est la moindre des choses, de faire la transparence là-dessus. Mais il s'agit d'agir, il faut agir. D'abord sur les PME. Et vous avez montré un extrait, je crois, du grand forum des PME à l'international que j'ai organisé au Quai d'Orsay, avec maintenant des forums dans toutes les régions, avec le Tour de France des PME exportatrices, avec la présence de PME dans toutes mes délégations, sans exception. Mes déplacements à l'étranger sont ouverts justement aux petites boîtes qui ont beaucoup plus de difficultés à avoir cet accès que les grands groupes qui savent faire ça parfaitement. Et puis, c'est de défendre nos intérêts et nos priorités dans les différentes négociations commerciales internationales qui sont aujourd'hui en cours. Sophie Malibaud, RFI. Je crois savoir que vous avez mis sur Internet, vous avez ouvert la possibilité aux entrepreneurs, aux petits entrepreneurs de s'inscrire pour participer à vos voyages. Est-ce qu'ils se ruent sur cette occasion qui leur est offerte? Il y a beaucoup d'inscriptions et en moyenne, mes délégations sont composées environ d'un tiers de PME. C'est très important et
si c'est encore plus important demain, tant mieux. Moi, plus il y a de PME qui viennent avec moi, ou plus il y a de PME que j'accompagne, mieux je me porte. Mais vous savez, les PME, dans une PME, vous passez beaucoup de temps à tout faire en réalité. Vous n'avez pas quelqu'un qui est spécialement dédié à l'export, bien souvent. Vous n'avez pas quelqu'un qui suit tout cela. Et donc, il faut que ça se popularise. C'est pour ça que je fais le tour de France de ces PME pour porter ce message-là, aller au plus près du terrain avec les régions, avec les chambres de commerce, avec tout le monde, pour qu'il y ait un déclic. Et ce déclic-là, il commence à venir quand on voit dans les chiffres du commerce extérieur de l'an dernier, il y a une très bonne nouvelle, c'est que le nombre d'entreprises qui exportent a augmenté pour la première fois depuis des années. Ça veut dire que précisément ce que j'ai identifié au moment de ma nomination, le fait que notre tissu exportateur n'est pas assez dense, commence à s'améliorer. Il faut pousser là-dessus et il faut mettre le paquet sur cet aspect-là. Mais Nicolas Chapuis, Le Monde. Comment est-ce que vous expliquez ce décrochage des PME françaises par rapport à l'Italie, par rapport à l'Allemagne? On l'a vu dans le sujet, 2 fois moins de PME qui exportent par rapport à l'Italie, 3 fois moins qu'en Allemagne. C'est une question culturelle, c'est une question de frein en France. Qu'est-ce qui explique ce décrochage? Je pense qu'il y a plusieurs aspects. Il y a des aspects culturels. On est moins spontanément tourné vers l'extérieur. On a, par rapport à l'Allemagne aussi, cette strate d'entreprises de taille intermédiaire, le fameux Mittelstand allemand qui manque. Et c'est tout le travail qui est engagé aujourd'hui en interne pour aider les PME et les accompagner, les aider à croître, à être plus solides, plus conquérantes à l'export. Et puis, il y a aussi tout un aspect de complexité qu'on est en train de régler avec la fusion de différentes agences, avec la mise en place d'un parcours unique à l'export pour les PME, pour qu'elles passent plus de temps sur leurs projets et leur conquête à l'export, moins de temps à comprendre qui fait quoi dans le monde de l'export. Mathias Sokal, il y a un paradoxe. La France est parfois montrée du doigt par la Commission de Bruxelles pour notamment ses déficits. Et l'Allemagne également se fait sermonner pour cet excédent, j'allais dire excessif, pardon du terme, 200 milliards. L'Union européenne accuse en gros l'Allemagne d'exporter son chômage. Ce qui est très important, c'est d'avoir un équilibre macroéconomique. Et il y a un indicateur là-dessus qui est important. C'est pas seulement import-export, comme on a vu là, et comme on présente généralement les chiffres du commerce extérieur, mais c'est d'intégrer là-dedans la balance des services et aussi la balance qui intègre le négoce international. C'est des transactions qui sont opérées par des entreprises françaises. Et quand on prend le tout, ce que pour la première fois cette année, j'ai présenté à la presse en février, on est à l'équilibre. Et la Commission européenne, mais aussi les grandes institutions financières, en font un élément de stabilité d'une économie. Quand vous avez durablement des déficits sur cet aspect-là, c'est pas bon, mais quand vous êtes extrêmement excédentaire, ça vous fragilise aussi, parce que vous êtes très dépendant de la réalité de l'économie chinoise, par exemple, en ce qui concerne l'Allemagne. C'est une fragilité aussi pour l'Allemagne, donc. Bien sûr. Oui. Alors, ça peut l'être pour nous dans un deuxième temps, puisque beaucoup de secteurs sont très imbriqués, notamment beaucoup d'aspects de la sous-traitance automobile entre la France et l'Allemagne existent aussi, et donc il faut faire très attention à ces effets de deuxième tour. Mais ce qui était longtemps vu comme une faiblesse, le fait que la France était moins ouverte sur les pays émergents notamment, peut aussi, dans ces temps de doute sur la croissance qui peut exister en Amérique latine, qui peut exister en Asie, être un aspect de force et de stabilité. Mais malgré tout, en ce moment, on parlait des facteurs extérieurs qui améliorent un peu nos chiffres, mais tout de même la Chine, pour en reparler, le ralentissement de l'économie chinoise, est-ce que vous mesurez le risque que ça fait courir à l'économie française et à nos chiffres du commerce extérieur? Avec la Chine, on est très largement déficitaire. Donc ce n'est pas un poste qui tire notre commerce extérieur, même s'il y a beaucoup d'opportunités. Et d'ailleurs, il continue à y avoir des secteurs qui sont extrêmement puissants pour nous. Quand vous voyez l'aéronautique, par exemple, on exporte énormément vers la Chine et vers l'Asie. Et le luxe? Le luxe, bien sûr. L'alcool, les vins et les spiritueux. Et vous savez que c'est le deuxième excédent commercial français. On est à plus de 9 milliards d'euros d'excédent dans ce secteur-là, qui est aussi l'excellence française. Donc il peut y avoir là-dessus évidemment un impact qui n'est pas évident et qui n'est pas automatique, parce que la croissance chinoise reste élevée aujourd'hui. Et elle continue à tirer aussi un certain nombre de secteurs. Mais il faut être extrêmement vigilant. Il faut surtout diversifier notre commerce extérieur. C'est pour ça que j'ai mis en place une stratégie que j'ai souhaité présenter devant le Parlement pour qu'il y ait une feuille de route partagée par tout le monde et qu'on ait différentes zones de priorité. Il faut rappeler aussi en permanence que notre commerce extérieur, il se fait encore bon an, mal an, aux 2/3 avec l'Union européenne. Et en partie importante aussi avec nos amis allemands. Est-ce que justement avec nos amis allemands, le fait que les États-Unis nous doublent comme partenaire commercial de l'Allemagne, est-ce qu'il faut y voir un signe d'inquiétude pour l'année 2016 et l'année 2017, ou est-ce que pour vous c'est juste conjoncturel?
Je ne suis pas inquiet là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'aspects qui sont tout aussi automatiques que certaines évolutions des chiffres du commerce extérieur. C'est-à-dire que vous avez l'évolution du cours de l'euro par rapport au dollar. Vous avez toute une série d'aspects qui sont conjoncturels, qui sont de court terme et qui ne remettent en rien en cause le fait que l'Allemagne est notre premier partenaire commercial avec lesquels il y a des liens extrêmement importants. Ce sont des milliers d'entreprises qui sont installées dans chaque pays respectif, que ce soit des entreprises françaises en Allemagne ou inversement allemandes en France. Et ce sont à chaque fois des centaines de milliers d'emplois créés. Donc là, il y a des aspects structurels qui sont extrêmement robustes. Pour exporter, il faut des accords. Ça se passe plutôt bien avec le Canada et plutôt mal toujours avec les États-Unis, où la transparence n'est pas vraiment à l'ordre du jour dans les négociations. Où en est-on de ce point de vue-là? Donc avec le Canada, à nouveau, ça avance. Alors avec le Canada, moi quand j'ai été nommé, les négociations étaient closes sur cet accord. Et moi j'avais identifié un point qui était inacceptable, c'est la question de l'arbitrage. Absolument. Qui fait couler beaucoup d'encre, à juste titre. C'est la question des tribunaux privés pour régler des litiges, avec des scandales absolument insupportables dans ce domaine-là, de conflits d'intérêts, de manque de transparence. Et puis, vous étiez contre, vous étiez opposé à cela. Je l'étais et je le suis. Mais surtout, j'ai fait des propositions pour régler les difficultés. Parce que c'est un sujet pour l'avenir, c'est un sujet pour ma génération politique, de voir comment, après 30 années de dérégulation, de néolibéralisme, de laisser-faire, laisser-aller, et aussi de prise de pouvoir par des intérêts privés sur souvent même les États et leur capacité à édicter, à faire respecter des règles, comment nous revenons à des règles, à de la transparence et à tout simplement le fait de faire prévaloir des choix démocratiques. Et le Canada, sur cette question-là, a accepté de rouvrir les travaux. Moi, j'avais proposé, vous le savez, il y a maintenant 1 an et demi bientôt, l'idée que les tribunaux privés soient remplacés par une cour publique de justice commerciale internationale, avec des règles claires, avec l'interdiction d'attaquer des choix démocratiques, des choix de politique énergétique, la souveraineté alimentaire, des choix de politique de santé, et avec des règles de déontologie pour ceux qui jugent. L'Europe était contre au début, et puis la Commission européenne a repris cette proposition, et elle l'a portée dans les négociations. Et le Canada a accepté aussi ce travail-là. Moi, j'ai rencontré mon homologue canadienne en décembre dernier à Nairobi, à l'Organisation mondiale du commerce. Nous avons échangé là-dessus, et c'est un combat commun des progressistes. Il y a un nouveau gouvernement au Canada avec de jeunes équipes, avec des gens qui ont envie d'aller de l'avant. Qui ont votre âge. Et qui le Premier ministre... C'est vrai, et mon homologue est aussi extrêmement jeune. Mais nous avons donc échangé là-dessus, et avec l'idée de dire justement, il ne s'agit pas de faire quelque chose Union européenne contre Canada, il s'agit ensemble, entre progressistes, de bâtir des dispositifs qui permettent ce retour des règles-là. Moi, je suis extrêmement satisfait que le Canada ait accepté cette proposition-là. C'est la première fois qu'un grand pays reprend ma proposition portée par l'Europe de cette régulation publique internationale, et c'est un précédent extrêmement important à partir duquel beaucoup de choses peuvent changer. Voilà, vous pensez que ensuite dans les discussions avec les États-Unis, dans les négociations sur l'accord de libre-échange Union européenne-États-Unis, ce type de mesure pourrait être entendu? C'est indispensable, et la France ne signera pas d'accord si cette cour de justice commerciale, avec tout ce que ça suppose de déontologie, de règles et de transparence, n'y est pas intégré. C'est la position de la France, telle que je l'ai déjà exprimée en septembre, et cela restera la position de la France. C'est une demande qui est portée aussi par l'Union européenne, et qui, en ce qui me concerne, n'est pas négociable. Ça vaut pour beaucoup d'autres sujets. Mieux vaut pas d'accord qu'un accord... Bien évidemment, mieux vaut pas d'accord qu'un mauvais accord, pardon de dénoncer une évidence comme ça, mais moi je ne serai pas le ministre du Commerce extérieur qui ira au Parlement présenter un accord qui serait préjudiciable sur le plan des principes, avec toutes ces dérives qu'on a connues depuis des décennies, et qui serait mauvais pour nos filières, que ce soit l'agriculture française, la reconnaissance de nos filières, la reconnaissance de nos manières de produire, la reconnaissance des appellations contrôlées, que ce soit la fermeture permanente des marchés publics américains, alors que ceux de l'Europe sont accessibles, que ce soit les règles de transparence, que ce soit la possibilité pour des États de mettre en œuvre des services publics et des choix démocratiques. Encore une fois,
je ne serai pas celui qui ira demander aux parlementaires français de ratifier ce type d'accord-là. Est-ce qu'il y a pas un problème général sur ces négociations-là, sur la forme des négociations? Vous avez menacé en gros, arrêter les négociations en septembre dernier, en octobre dernier. Aujourd'hui, c'est encore bloqué. Et ce qu'on dénonce à chaque fois, c'est l'opacité de ces négociations. On a l'impression qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de forme, tout simplement, dans ces négociations qui ne sont pas vraiment démocratiques, où on n'a pas l'impression que le peuple est mêlé à ces négociations? Il y a un problème de forme, mais il y a un problème de fond. C'est-à-dire que c'est des vieilles manières de négocier qui sont plus du tout adaptées à l'ère du numérique, à l'ère de Twitter, à l'ère où en réalité tout est public. À ma demande, puisque j'ai formulé ce souhait auprès des autorités américaines et des représentants du président Obama, il y a maintenant des salles de lecture pour que les parlementaires puissent aller consulter les documents en France sans être obligés d'aller à l'ambassade des États-Unis. Vous voyez un peu, franchement, ce que ça dénotait comme conception. Mais c'est un tout petit progrès, ça. C'est la possibilité, et c'est très important, que les parlementaires qui représentent le peuple puissent aller voir les choses, travailler sur les documents. Mais les conditions sont beaucoup trop restrictives. Moi, je suis, à titre personnel, favorable qu'il puisse y avoir sur ce sujet un travail d'open data. Parce que, en réalité, vous avez aujourd'hui, disons, 10-15 000 parlementaires qui vont avoir accès à ces documents en Europe, et vous avez en vrai les lobbies qui y ont accès. Et donc, il y a là quelque chose qui n'est plus du tout, comment dire, à l'image de ce que doit être une démocratie moderne. Moi, je considère, que des négociations commerciales modernes doivent se faire sur la place publique, que des choses que vous ne pouvez pas assumer devant vos opinions publiques et devant les peuples est de toute façon mauvais, et que ce que les lobbies connaissent doit être connu par les citoyens, parce qu'on parle de règles, parce qu'on parle de choix de vie, qu'on parle de mode de vie et de décision démocratique. Si on se place dans l'optique encore hypothétique d'une signature de l'accord par Bruxelles, est-ce que vous avez acquis le principe d'une ratification ensuite par le Parlement français, par les parlements nationaux? Donc un veto de la France. Voilà. Vous réclamez cette... Oui. Est-ce que c'est acquis? Alors, tous les États membres, pour le coup, la France est au diapason de ce que pensent tous les États membres de l'Union européenne, considèrent que c'est ce qui s'appelle un accord mixte, c'est-à-dire à la fois avec des sujets européens et des sujets nationaux, et que donc il doit y avoir une ratification dans chaque pays, ce qui veut dire en France une ratification par les parlements. La Commission ne s'est jamais exprimée clairement sur ce sujet. On attendait une expression claire, parce que franchement, sur des sujets comme ça, imaginer qu'on puisse contourner la représentation nationale est tout simplement inimaginable. Donc oui, la France considère que c'est le cas. Nous attendons que la Commission européenne le confirme, mais de toute façon, c'est le Conseil européen qui, à l'unanimité, décide si l'accord est mixte ou non. Et donc la France a la possibilité, si elle le souhaite, de dire qu'il faut arrêter les choses. Elle a la possibilité juridique... C'est pas un déni de légitimité du Parlement européen, parce qu'après tout, les électeurs français ont voté pour leurs députés à Strasbourg. Non, mais l'Union européenne, c'est une entité qui est à mi-chemin. On n'est pas dans une Europe fédérale. Certains peuvent le regretter d'ailleurs, mais on est dans une Europe qui à la fois a des aspects supranationaux et a des aspects nationaux. Et d'ailleurs, en réalité, il faut reprendre beaucoup de choses à zéro, parce que l'Europe s'est construite après la guerre sur les sujets économiques, et elle s'est construite aussi, d'une certaine manière, en disant il faut qu'il y ait une sorte d'avant-garde qui impose un certain nombre de choses aux États. Il faut remettre en cause la souveraineté des États sur certains sujets. Aujourd'hui, on voit bien qu'il faut en permanence que les États puissent participer au processus européen et que les peuples puissent être associés. Parce que, à force de faire comme ça, moi je suis un Européen convaincu et presque par construction, si j'ose dire, puisque je suis issu de parents franco-allemands. Mais l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui ne fonctionne plus, et elle ne parle plus à personne, et en particulier pas aux jeunes, parce que elle est en crise, tout est abstrait, parce que les décisions sont prises loin, qu'en réalité, on met bien souvent les parlements nationaux ou les populations devant des choix binaires à la fin, quand tout est décidé, pour dire oui ou non. Donc il faut que l'Europe entre dans le cœur et les cœurs des gens, dans les esprits des gens, qui soient associés aux décisions, que les jeunes Européens puissent connaître les autres pays, avoir avant leurs 20 ans une expérience au moins d'un semestre, idéalement d'un an, dans un autre pays de l'Union. Il reste peu de temps pour construire des générations d'Européens convaincus qui savent ce que c'est l'Europe. Aujourd'hui, c'est quand même réservé à une petite partie, à une forme de jeunesse dorée. Il faut élargir ça dans les banlieues, dans la ruralité. Sans cela,
l'Europe comme projet politique sera menacée et sera passible d'explosion. Matthias Fekl, on vous retrouve dans 2 minutes exactement, le temps de faire un point d'actualité sur les antennes de RFI, de TV5 Monde. Nous allons reparler d'Europe et d'autres sujets comme le tourisme ou les Français de l'étranger, où des choses nouvelles arrivent. À tout de suite. Retour à l'international où nous recevons Matthias Fekl, secrétaire d'État au commerce extérieur, à la promotion du tourisme et aux Français de l'étranger. On vient de voir sur ce point d'actualité une Europe qui va se mobiliser, se réunir demain en Grèce sur la situation des réfugiés, des migrants. Juste avant la pause, vous disiez que l'idée européenne était actuellement malmenée, un peu en difficulté. Est-ce que l'Europe, j'allais dire, joue ses valeurs, j'ose pas dire sa survie, sur cette question des migrants? Elle joue son âme et elle joue son avenir. Elle n'a pas été conçue pour ça, et beaucoup de difficultés viennent aussi de là. Et les processus de décision et l'objectif même de l'Union à l'époque n'est pas sur des sujets aussi politiques, c'est sur de la technique que ça se construit, même si c'est pour assurer la paix. Et donc aujourd'hui, sur cette question des migrants, c'est-à-dire de femmes et d'hommes qui fuient la barbarie, qui fuient la guerre, qui fuient les viols, qui fuient les mutilations, qui fuient l'esclavage, qui fuient toutes les abominations les plus horribles que vous pouvez imaginer, l'Europe joue effectivement son identité. Est-ce que l'Union européenne, 500 millions de personnes, est en mesure d'accueillir dignement, en les répartissant dans les différents pays, 1 million de personnes? Si la réponse à cette question était négative, à l'évidence, on verrait par contraste l'inanité du projet européen. Or, mais par exemple, Manuel Valls dit « Nous ne pouvons pas accueillir plus de réfugiés », alors que la chancelière allemande... Le Premier ministre comme le Président ont réaffirmé tout au long des derniers jours que la France prendrait sa part à l'effort européen sur ce sujet. Et la France, qui est une des nations où l'idée même de droit d'asile est née au moment de la Révolution française, prendra évidemment toute sa part, parce que nous sommes convaincus que et l'Europe et chacun des États qui la composent jouent là-dessus leur âme et leur avenir. Est-ce qu'il y a une différence aujourd'hui? Est-ce que c'est juste une différence de ton ou est-ce qu'il y a une différence de ligne? On a entendu Manuel Valls qui disait à Munich, qui tenait à Munich des propos assez durs envers Angela Merkel et envers l'accueil des réfugiés. On a vu François Hollande avant-hier qui cajole plutôt Angela Merkel. Est-ce qu'il y a une différence de ton au sommet de l'exécutif, voire une différence de ligne sur cette question des réfugiés? Je crois surtout que ce qui est important, c'est que des décisions européennes soient prises en commun et que ce soit les Européens entre eux, et bien sûr d'abord la France et l'Allemagne ensemble, qui décident ce qui est bon. Est-ce que c'est possible quand il y a le Premier ministre qui va en Allemagne, à Munich, critiquer l'action de la chancelière Angela Merkel? Encore une fois, il a réaffirmé que la France était totalement partie prenante de ce travail-là, ce travail d'accueil, et que les chiffres qui seraient décidés au niveau européen seraient respectés, mais il ne s'agit pas seulement de chiffres. Il s'agit de femmes et d'hommes, pardon, là aussi de rappeler des évidences, il s'agit d'enfants, et il s'agit d'un droit qui est un droit supérieur, c'est-à-dire le droit pour toute femme, pour tout homme qui fuit la barbarie et qui fuit pour des raisons d'engagement politique son pays, a le droit d'être chez nous reçu et accueilli. Alors justement, Matthias Fekl, ce lundi, il y a un sommet UE-Turquie et les Européens ont cette annonce de donner 3 milliards d'euros aux Turcs pour leur demander de garder les réfugiés alors qu'ils en ont déjà plus de 2 millions. Est-ce que vous pensez réellement que l'Europe s'honore dans ce genre de deal, si je puis dire? L'Europe s'honore de prendre cette question à bras-le-corps et de ne pas faire la politique de l'autruche et de ne pas penser non plus que ça se réglera d'un claquement de doigts en disant voilà, c'est des flux extrêmement importants, c'est des vies qui sont engagées. Et donc il faut évidemment travailler à la fois au sein de l'Union européenne et avec les partenaires. Il faut aussi travailler avec tout le pourtour méditerranéen, il faut travailler avec... Il faut un règlement politique dans les situations de crise qui crée d'abord ces phénomènes d'émigration, et puis ensuite il faut un accueil partagé. Ce qui est nouveau en Europe et ce qui est extrêmement important et positif, c'est qu'on ne considère plus que tout ça, c'est des fausses difficultés. Au contraire, c'est de se dire on doit avoir une action commune là-dessus, on doit aussi mettre les moyens, et ça c'est de la part de l'Allemagne quelque chose de nouveau,
Jusque-là, l'Allemagne était quand même beaucoup dans surtout essayer de fermer la tirelire pour qu'aucun euro ne sorte sur d'autres choses que des politiques d'austérité. Donc c'est positif que l'Europe soit en mesure de se retrouver sur un projet politique. Même si ça surgit de manière inopinée, de manière surprenante, c'est extrêmement positif que enfin les Européens se retrouvent sur autre chose que sur des tableurs Excel pour savoir s'il faut faire +1, +2, +3 de ceci et de cela, et se retrouvent sur ce qui est l'essence même de l'engagement politique, c'est-à-dire l'humanité, et c'est-à-dire de régler les problèmes des femmes et des hommes. Est-ce qu'ils se retrouvent vraiment, parce qu'on a l'impression que dans le couple franco-allemand, sur cette question-là, il y a un peu un déséquilibre. L'Allemagne a annoncé qu'il pouvait accueillir 1 million de réfugiés, et la France, 30 000. On voit Angela Merkel qui rencontre les autorités turques ce soir toute seule, sans François Hollande. Et l'attitude de François Hollande, notamment à Berlin et à Bruxelles, on parle de désengagement un peu de la France. La France ne serait pas assez présente, pas assez allante sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y a un problème de panne du couple franco-allemand, et est-ce que la France a un problème d'engagement dans cette histoire? Non, je ne crois pas. En revanche, que lorsque des décisions sont prises par un seul pays, que ce soit la même, mais que ce soit aussi sur certains sujets, sans doute parfois par la France, peu importe, ça arrive à tous les pays, dans ce cas-là, le résultat n'est pas optimal. Et donc, il faut là-dessus coordonner. Donc le problème, c'est pas la France qui annonce 30 000, c'est l'Allemagne qui annonce 1 million. Par ailleurs, il y a des situations démographiques qui sont différentes, donc il faut aussi regarder la réalité de chaque pays. Vous avez aujourd'hui en Allemagne une situation démographique qui est totalement différente de la nôtre. Vous avez des naissances qui ne sont pas les mêmes. Vous avez une situation de l'économie et de l'emploi qui n'est pas la même. Et donc que cela soit pris en compte au niveau européen, c'est bien. Mais quand on n'est pas sur des migrations économiques, mais sur des migrations politiques, ce qui compte d'abord, c'est le droit d'asile, c'est le droit pour chaque femme et chaque homme, lorsqu'ils sont persécutés, d'être accueillis, mais qu'ensuite il y ait une répartition européenne en fonction des possibilités de chaque État, en fonction de la situation réelle de chacun des pays. Ça me semble quelque chose qui est simplement du bon sens et qui est positif. Mathias Fécal, si vous voulez bien, revenons un petit peu sur le contexte économique aussi dans lequel cette crise se déroule. Il y a en France cette loi sur le Code du travail qui doit passer. Est-ce qu'on n'est pas dans ce pays au bord d'une explosion sociale qui pourrait expliquer, entre autres, la crispation de la société française sur cette thématique? Il y a des grandes tensions dans notre pays et on les ressent partout dans la violence du débat public, on les ressent sur le terrain. Moi, je reviens ce matin même de Lot-et-Garonne où j'étais, chez moi, dans le sud-ouest de la France, et où en parlant aux gens, on sent bien que beaucoup de gens sont à fleur de peau, parce que notre pays est rongé par des années de chômage de masse, par des années et des années de difficultés économiques. Donc bien sûr... Et vous êtes dans une région agricole aussi. Agricole, industrielle, avec des atouts extraordinaires et avec des difficultés très importantes. Moi, je suis élu d'une région qui sait que la mondialisation n'apporte pas automatiquement le bonheur et que la théorie libérale qui dit que quand il y a plus de commerce, il y a forcément plus d'emplois et plus de bonheur à la clé ne fonctionne pas. Et des territoires entiers en France sont bien placés pour le savoir. Ce projet de loi, justement, il a l'air de pencher un peu vers cette théorie. Alors, d'abord, il n'y a pas de projet de loi aujourd'hui. Il y a eu... des choses mises sur la place publique, il y a eu des polémiques, etc. Mais il n'y a pas de projet de loi. Pas encore en Conseil des ministres. Il est même sur la place publique. Il y a eu un projet transmis au Conseil d'État quand même. Mais Myriam El Khomri n'a même pas encore présenté ce texte en Conseil des ministres. Donc le texte n'est pas finalisé. Et c'est une femme de terrain, c'est une femme qui écoute énormément, qui dans tout son engagement public a toujours travaillé de cette manière-là. Et c'est exactement ce qui va se passer aussi dans le cadre des travaux à venir. C'est ce que le Premier ministre a annoncé ce matin. Là, vous parlez de la forme, oui. Mathias Fécal, mais alors sur le fond, sur la tonalité de ce qui a été mis sur la table pour le moment, on parle de flexi-sécurité. On a l'impression que le projet, il va surtout dans le sens de la flexibilité du travail. Alors, d'abord sur les deux points qui sont les plus contestés par ceux-là même qui veulent réformer le droit du travail. Le Premier ministre a dit ce matin que beaucoup de choses étaient mises sur le métier, qu'il y aurait des débats, qu'il y aurait des discussions là-dessus et un travail de fond qui continuera à être mené. Donc moi, je ne suis pas en charge de ce dossier-là, ce n'est pas moi qui vais vous dire les arbitrages, etc. Mais il y a un travail qui va être fait. Et ça, c'est extrêmement important. C'est pas un tournant libéral, ensuite, comme on l'a dit, un tournant vers la droite. Moi, il me semble qu'il faut tenir un équilibre sur deux choses très importantes. D'abord, d'entendre le désarroi et la détresse qui s'expriment de manière très importante dans notre pays et de bien avoir ça en tête. Et c'est le cas, évidemment. Et puis ensuite, il faut assumer aussi qu'on a besoin d'adapter notre droit du travail sur deux points. Le premier, c'est de le cibler plus sur les PME.
Franchement, Les quand petites vous parlez entreprises, aux patrons de PME, mais aussi à leurs salariés, on voit bien que toute une partie du droit du travail est devenue en réalité fictive. Parce qu'à force d'être compliquée, elle n'est pas appliquée. Donc vous avez des gens qui ne bénéficient absolument pas des protections. Ça, c'est le premier aspect. PME. Moi, je suis obsédé des PME, si j'ose dire, c'est-à-dire et pour l'export et aussi pour les questions internes. Et en Lot-et-Garonne, vraiment, il y en a énormément et c'est ce qu'ils vous disent. Et le deuxième aspect, c'est de l'adapter à ce qu'est une économie mondiale et aux mutations que ça implique. Il n'y aura plus de carrières qui sont linéaires dans un grand groupe où vous rentrez, où vous déroulez l'ensemble de votre carrière avec des droits qui progressent dans la même entreprise, avec un comité d'entreprise qui s'occupe de vous, qui s'occupe de vos enfants. Ça, c'est pour beaucoup de gens fini. Et donc, il s'agit d'inventer un droit du travail qui colle à cela et qui anticipe cela avec les mutations du numérique. Est-ce que pour autant, mais il faut prendre le risque Non, ce qui est important, si je peux simplement conclure sur ce point, avant de vous écouter, c'est d'inventer de nouvelles protections. Et ça qui est très important, et c'est sans doute d'ailleurs une différence très importante entre ce que souhaite faire le gouvernement et ce que voudrait que le MEDEF, enfin les injonctions du MEDEF qui là-dessus sont assez permanentes, avec d'ailleurs une forme de continuité depuis le CNPF qui ne s'est jamais démenti. Mais le sujet, c'est d'inventer de nouvelles protections. Le compte personnel d'activité, par exemple, qui vous permet, même quand vous changez de métier, d'entreprise, de garder des droits, est quelque chose de très important. Mais il faut pas avoir peur d'avancer, mais à condition que ça se traduise par des protections réelles, par des garanties réelles, et en particulier pour les plus fragiles, pour les salariés dans les petites boîtes qui sont souvent totalement privés aujourd'hui de l'effectivité des droits. Sinon, on va partir sur la trace des Allemands qui ont inventé, aussi avec la Grande-Bretagne, les mini-jobs, les jobs payés au rabais, et les gens qui ne peuvent pas vivre finalement, qui sont des travailleurs pauvres. Vous étiez même dans ce studio en train de critiquer cette solution. Pour l'instant, elle est sur la table. Non, on va créer les mini-jobs, on va créer des emplois sous-payés. Non, ça c'est pas du tout le modèle français. Et quand vous regardez aujourd'hui comment la Grande Coalition a du mal à réparer tous les dégâts d'une certaine forme de schröderisme ou de blairisme qui sont en fait quand même de très vieilles méthodes. Quand vous voyez comment ça a fragilisé la société civile, comment ça a précarisé notamment les mères célibataires, mais aussi tout un pan du salariat, c'est évidemment pas souhaitable. Mais franchement, les Européens ont droit à autre chose qu'une alternative qui serait soit le chômage de masse, soit la précarité généralisée. C'est d'inventer ce nouveau modèle-là. C'est un défi très compliqué, mais c'est à cela que nous nous attelons. Et c'est à cela, en tout cas, qu'il faut prêter une très grande intention. Et moi, je fais vraiment confiance à Myriam El Khomri, dont une image fausse est aujourd'hui donnée sur la place publique pour faire ce travail-là. Elle a une très grande empathie, elle a une très grande connaissance du terrain et tout cela sera précieux pour le travail qui est devant elle. Mathilde Féckel, on revient à votre portefeuille ministériel. Vous êtes également en charge de la promotion du tourisme. Il y a eu... évidemment, ces derniers mois, les terribles attentats de Paris et cette première destination mondiale qu'est la France attire moins. Il y a l'inquiétude, il y a la peur. Que peut-on faire? Est-ce que vous dites, au fil des mois, finalement, les touristes vont revenir? Nous avons immédiatement organisé avec le Premier ministre et avec Laurent Fabius en novembre une réunion avec tous les professionnels du tourisme pour faire le point juste après les attentats et nous l'avons refait avec Jean-Marc Ayrault il y a quelques jours pour voir comment avancer. Il y a un travail très précis qui est engagé au Quai d'Orsay sur cet aspect-là. Moi, je rencontre pays par pays, là où nous nous rendons compte qu'il y a moins de touristes qui viennent, à la fois les décideurs politiques. Le Japon, mais ça existe dans d'autres pays d'Asie, ça existe honnêtement dans beaucoup de pays. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Même si on n'a pas aujourd'hui de chiffres consolidés, on voit bien qu'il y a eu des fléchissements et tous les professionnels le confirment. Donc rencontrer à la fois les décideurs politiques, mais aussi les relais d'opinion en matière de tourisme. Également, les prescripteurs, les blogueurs, j'ai réuni au Quai d'Orsay des blogueurs spécialisés en tourisme, des revues touristiques, les tours opérateurs que je rencontre aussi dans chacun de mes déplacements, pour leur présenter d'abord la réalité du pays aujourd'hui, leur dire qu'on continue à vivre et même à faire la fête à Paris comme dans l'ensemble du pays, qu'on peut donc venir en France et y avoir un séjour qui reste extraordinaire comme avant. Dire aussi que le risque zéro n'existe pas. Il n'existe pas dans notre pays, mais il n'existe en réalité nulle part ailleurs dans le monde aujourd'hui. Et donc cette image de la réalité, elle est importante à être présentée. De même, quand on présente les efforts de sécurité qui sont déployés pour les touristes à Paris, c'est quelque chose qui rencontre un écho extrêmement favorable. Et donc nous travaillons là-dessus, pays par pays. Il va y avoir aussi une campagne de communication avec Atout France, notre opérateur touristique, pour cibler
les publics et continuer à donner envie aux touristes de venir visiter notre pays. Est-ce qu'aujourd'hui, il va y avoir un grand événement là, en juin avec l'Euro 2016 ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire aux touristes du monde entier, vous pouvez venir en France, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème de sécurité ? Ou est-ce que ça va être un événement très compliqué à gérer pour la France ? Où que vous soyez dans le monde, dire à quelqu'un vous êtes dans une situation de risque zéro sur la sécurité est un mensonge. C'est vrai en France comme dans tout pays, et tous les gens qui nous regardent sur votre antenne le savent bien. En revanche, de dire que tout est fait pour que l'Euro 2016 soit un succès, soit un événement sécurisé, soit un événement sportif et un grand événement festif, oui, ça on peut le dire. Il y a une expertise française en matière de grands événements. Vous avez vu la manière dont la COP, dans un contexte bien sûr différent, mais a été assuré. L'Euro sera aussi un grand rassemblement qui permettra d'avoir les yeux du monde entier une nouvelle fois braqués sur notre pays. Et tout est mis en œuvre pour que ce soit un événement sécurisé où chacun puisse venir dans les meilleures conditions possibles. Sophie Malibaud. Une dernière question sur le tourisme. C'est a priori 7% à peu près de notre produit intérieur brut. Quelle est la cible ? Quel est l'idéal ? Est-ce qu'il faut davantage que la France dépende du tourisme pour son économie, ou est-ce que ça vous convient ? Le tourisme, d'abord, c'est des femmes et des hommes sur le territoire qui font des métiers extraordinaires, qui nous permettent d'être la première destination touristique mondiale. Plus il y aura de tourisme, mieux ce sera, parce que c'est un secteur d'avenir. L'ONU, enfin l'Organisation mondiale du tourisme, prévoit un doublement du nombre de touristes. Il y a 1 milliard de touristes dans le monde aujourd'hui, on aura 1,8 milliard en 2030 si on en croit les études. Donc il y a besoin de les attirer chez nous. Il y a une concurrence internationale très importante là-dessus. C'est pour ça que je serai à Berlin mercredi, au grand salon de Berlin du tourisme, aussi pour rencontrer les professionnels, continuer à faire valoir cela. Ce qui est important, c'est de structurer les filières. C'est pour ça que nous avons construit les grandes destinations touristiques, pour que l'ensemble des territoires de France bénéficient de cette manne touristique, que les touristes viennent encore plus nombreux, 100 millions en 2020, pour qu'ils viennent, passent plus de temps ici, dépensent un peu plus d'argent. Cet objectif de 100 millions. Cet objectif est totalement maintenu et il y a un travail très précis qui est engagé là-dessus. Il y a un autre périmètre donc, de votre activité ministérielle, ce sont les Français de l'étranger. C'est une partie des auditeurs et téléspectateurs qui sont avec nous, avec vous aujourd'hui. Du nouveau, notamment pour faciliter le retour. Oui, il y a beaucoup de nouveaux. Moi, vous savez, je suis moi-même. On ne va pas tout détailler. Oui, vous êtes. Je suis moi-même un ancien Français de l'étranger et j'ai été à partir de la 4e scolarisé au lycée français. Ouais. C'est en 4e que j'ai appris dans ce beau réseau des établissements français à écrire le français, ce que je ne savais pas faire avant. Et donc moi, je me sens très proche des Français de l'étranger, 2,5 millions d'après les évaluations de Français de l'étranger, qui partout font des choses extraordinaires. Donc on travaille de manière très concrète pour leur donner des services publics de qualité. Moi j'ai souhaité que la charte Marianne soit déployée dans tous les consulats, ça va être le cas, on l'a expérimenté, ça a bien fonctionné, pour qu'il y ait des règles qui leur soient opposables en termes de délai de réponse, en termes de simplification. On travaille aussi sur le retour en France, c'est Madame Conway-Mouret, ma prédécesseur à ce poste, qui a travaillé là-dessus. Nous avons ensemble travaillé pour mettre ces propositions en œuvre. C'est le site Retour en France. C'est le site Retour en France qui permet des simulations, les différentes démarches à faire, comment faciliter tout cela, parce que c'est compliqué. Et puis, c'est aussi la simplification des démarches, notamment sur les passeports, fin de ce qu'on appelle la double comparution. Vous pourrez, à partir de cet été, avoir une seule démarche à faire pour avoir votre passeport, c'est-à-dire aller une fois au consulat, ensuite le recevoir par la poste. Il y a eu des travaux de sécurisation très importants à faire. Mais tout ce travail-là, il arrive sur le terrain et je crois qu'il est apprécié par les concitoyens à l'étranger. Sans doute, mais au-delà de cet aspect administratif, qu'est-ce qui est fait en fait pour valoriser l'expérience des gens qui partent travailler à l'étranger et qui quelquefois reviennent et en fait on considère que c'est comme s'ils avaient été absents pendant la durée de leur séjour à l'étranger. C'est tout de même une expérience qui mérite d'être valorisée. Oui, il n'y a pas assez de choses qui sont faites là-dessus. C'est pour ça que moi je crois qu'il faut commencer l'expatriation, notamment en Europe, dès le plus jeune âge. C'est mon idée de semestre européen pour tous les jeunes. Je crois que Philippe Cordery à l'Assemblée nationale va travailler là-dessus à partir des prochains jours. Mais c'est vrai aussi dans les carrières. Ça doit être vrai quand vous avez une expérience à l'international, de le valoriser. Je crois que dans le privé, notamment dans les grands groupes, c'est le cas. C'est pas encore assez le cas dans l'administration. Quand vous partez à un moment donné à l'étranger, vous êtes quasiment puni quand vous revenez. C'est évidemment absurde et on se prive là
de potentiel très fort. Alors nous arrivons dans les dernières minutes de cette émission. Si on parlait politique, vous êtes un homme de gauche. Comment est-ce que vous percevez la menace que l'on évoque parfois de gauche irréconciliable en France, entre la gauche de la gauche, entre une gauche social-démocrate, une gauche plus libérale? Est-ce que, en gros, l'échec de 2017 n'est pas déjà un peu dans ce concept de gauche irréconciliable? C'est sûr que si on va vers une fragmentation totale de la gauche, avec que des gens qui se regardent en chien de faïence et se disent on n'a plus rien à faire ensemble, on ne voit pas très bien à quoi ça peut aboutir. Ça, c'est une certitude. Moi, je ne crois pas du tout, mais alors pas du tout, à la thèse des gauches irréconciliables. Et il y a des sensibilités très différentes au sein de la gauche et même des manières de faire, de penser entre différentes. Martine Aubry et Macron, on peut travailler ensemble. Pardon, mais ça vaut un peu mieux que des débats de personnes ou de se focaliser sur tel ou tel aspect. C'est pas le sujet. Non, c'est les lignes politiques qui font que la gauche peut, sur des thèmes de progrès, se retrouver. Et à mon avis, pour ma génération, mais aussi pour tous ceux qui veulent que la gauche continue à gouverner et que la gauche puisse gagner, c'est indispensable. Parce que sinon, on aboutit à une période qu'on a déjà connue en France. C'était, je pense, j'étais pas né, mais dans les années 60, où vous aviez une explosion complète de la gauche, avec que des gens qui pensaient avoir un morceau de la vraie croix ou un bout du Saint Graal, qui vous disaient c'est moi qui ai raison, qui s'excommuniait à tour de bras, ça ne fonctionne pas. Et donc, l'union de la gauche et le fait de travailler sur ce qui unit plutôt que sur ce qui divise me semble effectivement un impératif catégorique. En même temps, vous dites il faut l'union de la gauche, mais quand on voit les projets de loi qui sont portés par votre gouvernement, donc il y a l'avant-projet de loi El Khomri, il y a eu la déchéance de nationalité, c'est quand même plutôt des textes qui ont tendance à séparer la gauche, on l'a vu dans la tribune de Martine Aubry. Qu'est-ce qui pourrait permettre aujourd'hui de rassembler cette gauche-là? Je rappelle qu'en 2011, vous aviez signé, vous aviez été le rapporteur d'un document sur les primaires qui en 2008 même. En 2008 même, qui défendait la primaire à gauche. Est-ce qu'une primaire aujourd'hui à gauche peut être le moyen de rassembler toutes ces gauches ensemble pour 2017 ? Alors d'abord, quoi qu'il arrive, il faut une primaire des idées, c'est-à-dire des débats et des projets qui naissent pour la présidentielle, parce que c'est quand même un moment où les Français choisissent. Et le problème de la Ve République, c'est qu'on les fait choisir en permanence entre des personnes, au lieu de les faire choisir entre des projets, ce qui est quand même un problème. Et du coup, vous avez d'ailleurs une hystérisation permanente du débat politique, où tout se concentre autour de questions de personnes et pas autour de questions de fond. Et vous avez rarement des débats qui peuvent être menés de bonne foi et de manière un peu sereine. Donc évidemment... Alors les idées sont portées par des personnes, alors faut-il ou non une primaire ? Alors, moi, je suis très à l'aise pour vous parler de ça, parce que j'étais un de ceux qui ont, le premier, avec Olivier Ferrand, à l'époque, porté les primaires. Ensuite, ça a été repris par Arnaud Montebourg, qui a transformé ça en réalité politique. Mais il n'y avait pas un président sortant. Non, et d'ailleurs, à l'époque même, dans les différents documents d'analyse, nous interrogions sur ce qu'il fallait faire quand il y avait un président sortant. Et à l'évidence, la question là-dessus, c'est pas la primaire pour la primaire. Si c'est une primaire qui permet de faire naître des idées, qui permet de se rassembler et qui donne une dynamique, à l'évidence, il faut y aller. Si c'est une primaire où tous les matins, en se levant, on se tire une balle dans le pied parce qu'on n'est que sur des idées qui divisent, que sur des questions de personnes et sur une stérilisation du débat public, à l'évidence, il ne faut pas y aller. Ce n'est pas un but en soi. Le but, c'est de créer des dynamiques politiques, c'est de faire émerger des idées et ensuite de porter celle ou celui qui peut porter ça dans la campagne à la victoire. Mais donc, il y a des conditions pour cela. Ce n'est pas à tout prix. C'est pas forcément, c'est pas un mantra comme ça qui est bon quelle que soit la situation politique, mais qu'il faille créer une dynamique, aller aussi vers de nouvelles institutions, aller vers un renforcement de notre démocratie à tous les étages, au niveau politique, au niveau économique, avec la démocratie dans l'entreprise, ça me semble... Et vous êtes dans quelle gauche aujourd'hui? On vous présente comme l'anti-Macron, vous allez encore dire une affaire de personne. Oui. Vous êtes dans quelle gauche? Vous êtes un libéral, un social-démocrate? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des différences entre nous. Et heureusement, je veux dire, c'est pas un gouvernement où tout le monde pense la même chose, vous appuyez sur un bouton, tout le monde est interchangeable. Non, mais... Heureusement. Mais justement, alors, parmi les différences, il y a ceux qui sont favorables à la primaire et ceux qui sont contre. On n'a pas bien compris finalement où est-ce que vous vous situez. La politique, c'est pas, comment dire, c'est pas quelque chose où les processus de désignation valent quel que soit le contexte politique. Si vous avez la possibilité de créer une dynamique qui soit positive, moi ce que je veux, c'est que la gauche gagne. Je veux pas que, à force d'avoir des difficultés, elle perde. Donc, si la primaire permet de conforter cet objectif-là, il faut y aller. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut
travailler sur la dynamique des idées, ne pas avoir peur de faire émerger des débats là, parce que si le débat public est asséché, là, vous pouvez être sûr que vous allez perdre. Et c'est ensuite d'aller de l'avant. Avec, encore une fois, il y a beaucoup de gens dans ma génération, mais bien au-delà aussi, le sentent. Il y a besoin de rénover le débat politique. Il y a besoin aussi d'en finir avec la Ve République telle qu'elle est aujourd'hui et qui complique à peu près tout, qui fait que les réformes crispent systématiquement puisqu'il n'y a pas de lieu pour se les approprier, pas de lieu pour en débattre. Il y a besoin d'inventer la vie politique qui est en phase avec ce qu'est la société aujourd'hui. Société du numérique, la société... On n'est plus à l'époque où le général de Gaulle pouvait décider pour le pays comme le père de famille pouvait décider pour sa famille. Et d'une certaine manière, je fais partie de ceux qui pensent que c'est pas plus mal. Matthias Fekl, merci d'avoir accepté d'être l'invité d'International aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes en charge du commerce extérieur, dont vous nous dites qu'il va mieux, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre numéro d'International. Merci de votre fidélité.